Si vous voulez choper le deuxième meilleur mois des 4 dernières années, il fallait investir en qui était le mois qui suivait le pire mois. Donc oui, sur le papier c'est facile, mais dans les faits, quand il faut appuyer sur le bouton et que tout s'effondre, c'est très très difficile. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a 40 points de différence, c'est monstrueux. Alors je peux me mettre sur 5 ans, ça sera pareil, je peux me mettre sur 3 ans, c'est pareil. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène dans le top 14 pour l'analyse d'un joueur de rugby professionnel. C'est parti. Du coup, Rugbyman Pro, je vous l'avais dit, 11 500 € net par mois. Et ouais, c'est pas mal le rugby, ça gagne bien. Patrimoine brut, 1 035 000 €. Patrimoine net, 405 000 €. Si on regarde ça, donc là, il nous a mis la répartition du patrimoine net. On voit qu'il y a de l'IMO, on voit qu'il y a des actifs financiers, il y a du fonds euro, il y a pas mal de crypto aussi, et après, il y a un peu de liquidité. Alors, profil Paxé, 27 ans, un enfant, Rugbyman Pro, salaire 11 500 € net par mois, après impôt, et 2 500 € d'épargne salariale. Ok, c'est intéressant. Je me demande ce que c'est le salaire moyen d'un Rugbyman Pro, parce que là, ça m'a quand même l'air d'être quelqu'un qui joue dans le top 14. Ah, peut-être pas. Là, il est à 20 000 €. Ah, quoi que si, bah net, ouais. Donc non, je pense qu'on est sur quelqu'un du top 14. Objectif, me construire un patrimoine solide, tout en se dégageant, ou en me dégageant un revenu passif de 2 500 € par mois. On a regardé une carrière de rugbyman, ça dure à peu près entre 8 et 10 ans, donc c'est rapide. Donc là, a priori, il te reste 6-7 ans, je dirais, avant de passer à autre chose. Donc il y a plein d'options pour passer à autre chose. On voit beaucoup des gens qui rentrent dans les staffs, typiquement, qui vont bosser pour les sponsors. Tu peux faire aussi comme Sébastien Chabal et faire de la pub pour des piscines ou pour des steaks hachés. Bon, là, c'est carrément le jackpot. Sinon, il y a un joueur de rugby, je me souviens plus de son nom, qui avait acheté un McDo aussi à Toulouse. Tout est possible, mais c'est sûr que, comme tous les sportifs professionnels, ceux qui anticipent généralement s'en sortent très bien. Les autres, ça peut être quand même assez rapidement difficile parce qu'ils passent d'un très gros revenu à zéro. En tout cas, tu as bien fait d'anticiper, là, tu es exactement dans la bonne mouvance. Ta stratégie, 3 000 € par mois en assurance vie, ok, intéressant. Mon épargne salariale sur un profil offensif, ok, t'as bien raison. 100 € par mois dans l'assurance vie de mon fils de 7 mois, également sur un profil offensif jusqu'à ses 18 ans. Et bah oui, il a tellement longtemps devant lui qu'il peut prendre le risque maximal, aucun problème. J'achète uniquement du BTC et l'ETH, surtout en période de bear market. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait la remarque que je parlais de bear market et non pas de bear market. Donc à tous mes profs d'anglais dans les commentaires, je vous salue. En période de bear market, et je hold, je vendrai environ 30% de mes cryptos si le BTC atteint 80 000 € en stablecoin pour acheter en bear market et ainsi de suite. Sur le papier, nickel. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, s'il repasse en stablecoin, donc en USDC ou USDT, il paye pas d'impôt puisqu'il déclenche pas d'événement fiscal. Donc forcément, c'est plus sympa. Il peut garder l'argent dans sa tirelire et peut-être racheter plus bas et repartir. Donc ça marche, hein. On paye des impôts quand on sort en euros. Quand pourrais-je simplifier ma stratégie? J'ai l'impression d'en avoir un petit peu partout. Bah écoute, on va être compact, on va être comme le Pack toulousain, on va vraiment essayer de te donner des bonnes suggestions. Du coup, si on commence par l'immobilier, donc c'est quand même une grosse partie de ton patrimoine, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Il y a la résidence principale, donc une maison qui coûte à peu près 500 000 € sur laquelle tu as fait une plus-value sympa. Il y a un bien locatif, donc une maison qui est un bien locatif, c'est là que c'est plus rare ça, mais bon, ça existe hein, évidemment. La perf, alors moi franchement le bien locatif, je vais pas vous mentir, j'ai aucun affect à ce niveau-là, c'est la perf. Là je vois qu'il y a un cash flow mensuel qui est quand même assez négatif, donc tu la loues, combien tu la loues? 720 € et tu dois rajouter 454 € de ta poche pour couvrir la mensualité, donc c'est plutôt chargé. La renta est vraiment très très basse. Donc est-ce que c'est une maison dont tu étais propriétaire, que tu as loué plus tard, ou c'est vraiment une maison que tu as achetée spécifiquement pour la loc? Ce qui est sûr, c'est que là c'est quand même relativement léger en termes de renta. Le TRI, il est pas non plus terrible. On va regarder comment ça peut s'expliquer. Alors les emprunts qui sont derrière. Non, c'est un emprunt assez standard, hein. J'ai l'impression que tu as bien financé ça. Oui, puisque vous pouvez lier sur Finari évidemment l'emprunt à la maison pour voir la détention nette. Ici dans ton cas, tu es à 23% de détention nette. Et ce que je cherchais, c'était le prix d'achat. Non, tu as quasiment financé une bonne partie du bien avec un levier. Donc a priori, c'est juste un bien qui structurellement se loue pas très cher. Peut-être que tu n'es pas en location meublée. Ah bah voilà, tu es en location nue. Alors là, attention, première optimisation. Là, tu te fais en gros pulvériser par les impôts parce que c'est du revenu foncier. Donc en fait, tu ajoutes
de la pression sur ton salaire, sachant que ta tranche moyenne, enfin ta tranche marginale d'imposition, ta TMI, elle est déjà assez élevée. Faudra regarder, mais 41 ou 45%, c'est ouais, je pense que t'es à 41%. Donc t'es assez chargé là. Je suis pas sûr que faire de la location nue, ça soit la meilleure idée. Faire du meublé, ça permettrait d'augmenter les rendements. Alors est-ce qu'il y a un marché pour le meublé dans des maisons dans ta région? Ça, j'en sais absolument rien, c'est toi l'expert. Mais en tout cas, ça permettrait d'éviter d'avoir des revenus fonciers en plus et de louer plus cher et de profiter. Bon, il y a le LMNP, tu pourras faire une SC, enfin il y a plein de choses que tu pourrais faire, mais en tout cas, ça vaut le coup d'être regardé de près. Allez, tiens, avant de passer aux actions, on va regarder tes SCPI. Donc là, tu en as 3. Bon, de mémoire Efimo, ça s'est fait plaquer au sol, hein, si vous me permettez la blague. J'ai pas un joueur de rugby professionnel tous les jours, donc forcément, j'en profite. Mais en tout cas, de mémoire, la valeur de la part a baissé sur Efimo. Baisse surprise des parts, voilà. Donc, c'était en décembre et le prix de la part a baissé de combien voilà, de 10%. Donc c'est pour ça que là, il a une moins-value qui est quand même assez importante. Elle est assez élevée, on est à 20%. Bon, c'est ce qui arrive en SCPI malheureusement, donc c'est vraiment important de bien choisir ses SCPI. Là, on voit qu'en termes de diversification, c'est très bureau. C'est bureau, commerce, logistique en gros. C'est très franco-français, je dirais, vu de loin. Très franco-français. Il y a quelques parties qu'on n'arrive pas à bien catégoriser, mais je pense que c'est très français. Après, si tu es satisfait et si tu as confiance, pourquoi pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas garder une SCPI juste parce qu'on est tanké dedans et qu'on a fait moins 20. Si tu penses que cette SCPI n'a pas de potentiel à continuer à délivrer du rendement, c'est sûr qu'il faut en sortir. Ce qui pourrait être aussi intéressant d'ailleurs, et je vois que t'es en pleine propriété ici, tu pourrais faire de la nue propriété. En fait, tu pourrais profiter du démembrement. D'ailleurs, ça serait vraiment hyper smart parce que tu sais à peu près à quel moment tu vas avoir besoin de revenus. Donc, typiquement, tu vois, si tu regardes Efimo, alors il faudrait qu'on regarde, je sais pas s'ils ont la clé de démembrement public, mais en fait, tu pourrais regarder quelle est la décote que tu obtiens. Voilà, Efimo, ils nous disent que si tu prends un démembrement sur 10 ans, qui dans ton cas est peut-être un peu trop, mais t'as chaque année, hein, bah, t'as une décote de 35%. Donc tu vois, tu paierais 65% de la valeur de la part. Alors, t'aurais pas des revenus maintenant, mais a priori, maintenant, t'en as pas besoin parce que tu gagnes quand même très bien ta vie. C'est sur le terrain que tu gagnes ta vie, c'est pas dans la pierre papier. Par contre, dans 6, 7, 8 ans, bah là, les revenus ils tombent d'un coup et forcément, vu que t'as mis par exemple 100 et que t'as une décote, bah t'as acheté plus de parts, donc t'as plus de loyers qui vont tomber à terme. Donc c'est vraiment un peu l'effet qui se coule. Il y a beaucoup de gens qui font ça pour préparer leur retraite. Je pense que c'est un dispositif qui est pas assez connu, pas assez compris. Donc ça peut être intéressant dans ton cas. Ce qui va surtout être important, c'est que tu diversifies au sein de ces SCPI. Ne va pas prendre du démembrement, enfin de la nue propriété sur une SCPI, il va en faire plusieurs d'un coup. Va bien diversifier. Il y a plein de SCPI sans frais d'entrée qui sont intéressantes parce qu'elles ont du stock immobilier qui est neuf, c'est-à-dire qu'elles viennent d'acheter les biens là dans les dernières années. Bon, il y en a plein, hein. Je pense que vous les connaissez. Mais elles sont assez récentes. Et vu qu'elles sont récentes, elles ont pu acheter à des prix qui reflètent le marché actuel, non pas et pas des prix d'il y a 5 ans où le marché était complètement fou. C'est pour ça que les SCPI un peu anciennes qui ont du stock sont obligées de décoter parce qu'elles ont acheté à des prix trop élevés et aujourd'hui les prix baissent et donc forcément il y a un écart trop élevé entre la valeur de leur parc et la valeur de la part et donc ça c'est pas autorisé. Donc, démembrement ça pourrait être intéressant dans ton cas. On passe au portefeuille action. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a de l'épargne salariale, ça tu nous as dit que tu étais un peu au taquet dessus. Il y a de l'assurance vie, il y en a plusieurs, il y en a 2 pour toi, une pour ton fils a priori, il y a un compte titre qui m'a l'air vide. Voilà, il y a 89 centimes dedans donc clairement c'est un détail. Qu'est-ce qu'il y a dans l'épargne salariale? Le problème de l'épargne salariale, alors vous le savez, il n'y a pas, peut-être que vous ne savez pas d'ailleurs, mais il n'y a pas d'ETF dans l'épargne salariale. Il y a des façons de mettre des ETF, mais il faut créer un FCP sur mesure en fait. Enfin bref, il faut faire un fonds de fonds. C'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué en soi, mais c'est juste que la plupart des employeurs ne le font pas malheureusement. Donc là, ici, je ne connais pas ce fonds, mais c'est du S&P 500, donc ça c'est pas mal. Ce qui est sûr, et ça bon, t'as pas vraiment le choix malheureusement, bah, c'est que les frais sont quand même assez costauds. Là on voit, alors c'est pas celui-là exactement, on va voir s'il y a les frais du fonds S&P 500, non on les a pas malheureusement. Ah si, il est là. Donc ça va en fait, t'es à 0,70%, c'est pas hyper cher, c'est pas scandaleux. Alors je ne connais pas la performance de ce fonds, on va regarder s'il arrive à battre le marché, ou au moins le but c'est même pas qu'il le batte, c'est qu'au moins qu'il fasse pareil. Voilà, on regarde, donc ça c'est assez sympa ce genre de site parce qu'on peut toujours comparer, ils nous mettent le benchmark immédiatement et donc là on voit, alors c'est un peu court je trouve comme période, graphique avancé, pourquoi pas, on va mettre sur 5 ans. Donc là on voit RS, tac, où
est-ce qu'il est? Alors le RS, il est en... Bon, ils m'ont mis 15 courbes là, on comprend rien. Donc là, non, j'ai juste RS, c'est le benchmark. Bah, c'est pas mal, c'est même pas mal du tout, puisqu'il nous bat le benchmark, le RS. Donc, bon, sur 5 ans, on va voir. C'est le maximum, j'ai pas plus. Donc là, a priori, tu payes 70 points de base, 0,70% pour battre le marché. Là, j'ai envie de te dire que c'est plutôt un bon plan. Je ne sais pas ce qu'ils font comme stratégie, mais c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que t'as d'autre? Bah, t'as du RS vraiment là de partout. Par contre, ça m'a l'air long terme, moyen terme, ça m'a l'air d'être de l'obligataire, ça. On va regarder. Mais je ne vois pas trop l'intérêt de mettre de l'obligataire dans ton cas, sauf si tu veux vraiment être en préservation de capital. Donc là, on voit effectivement quand je regarde l'indice de référence. Donc ça, c'est un indice synthétique. Donc en fait, ils reconstruisent, ils prennent plusieurs indices et ils les collent ensemble avec une pondération pour créer un indice synthétique. Ça, c'est assez fréquent quand on fait, dans l'épargne salariale, ça se fait beaucoup. Donc là, on voit que c'est du Developed Market, Eurozone Target Market Exposure et des Treasury Bonds. Donc, je dirais que c'est un mix action-obligation. À voir en fait si ça a vraiment du sens dans ton cas, ou si tu veux pas te mettre full action au maximum, parce que là, je vois que tu as du modéré long terme, moyen terme. Toi, vu que tu sais plutôt où tu vas, généralement, je dirais long terme, c'est plus de 5 ans. Je pense que tu peux te mettre sur du long terme. D'ailleurs, c'est celui qui a la meilleure performance. Bon, ça, c'est pas forcément très représentatif. Ce qui est sûr, c'est que, et ça, je pense que ça, les spectateurs habituels, que je salue d'ailleurs, il y a énormément de gens qui disent dans les commentaires, qui regardent chaque épisode, qui prennent leur petit café le matin, le dimanche, en regardant l'analyse de patrimoine. Donc, ça me fait très plaisir. Mais vous aurez bien sûr remarqué qu'il n'y a pas de PEA. Et là, j'ai envie de te dire, c'est quand même dommage de ne pas avoir de PEA avec un avantage fiscal qui se débloque en 5 ans. C'est super simple. Tu peux mettre 150 000 € de versement. Vu les versements que tu mets pour ton assurance vie, 3 000 € par mois, moi, si j'étais toi, là, je mettrais un stop sur les versements d'assurance vie et j'ouvrirais un PEA et je mettrais 3 000 € par mois sur un PEA, sur un ETF ou 2, allez, 3 peut-être max. Mais je pense qu'il y a un truc à faire parce que les PEA, il n'y a pas de frais d'enveloppe. L'avantage fiscal se débloque plus rapidement. Donc, c'est quand même assez intéressant dans ton cas. Et après, tu pourras toujours garder l'enveloppe plus tard. Ce qui est sûr, c'est que dans ton assurance vie, là, je vais pas être content forcément parce que c'est vraiment une assurance vie bourrée de frais. Il y en a de partout. Là, c'est la première. Donc là, on est vraiment sur une moyenne qui fait quand même très très mal puisqu'on est à 2,66 de frais par an. Alors, un peu biaisé parce qu'il y a de la SCI fonds côté immobilier, donc ça biaise un peu les infos. Mais bon, quand même, là, il y a vraiment du fonds qui coûte très 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 cher. Tiens, il y a Moneta qui coûte très cher mais qui bat son marché, donc qui bat son indice, donc j'ai envie de dire pourquoi pas dans ces cas-là. J'ai reçu le gérant d'ailleurs, je vais vous mettre le lien quelque part ici. Mais le reste, je ne connais pas les fonds. Si on vous a sorti Rothschild Conviction qui prend 1,61%. Alors ça, j'adore la performance comme ça, sans indice de référence, en valeur absolue, ça ne veut absolument rien dire. Et je ne connais absolument pas l'équipe de gestion, qui sont certainement très compétents, mais voilà, il y a les faits en fait qui parlent. Là, on met sur 10 ans, en bleu clair, c'est le benchmark, c'est l'indice de référence. Et en dessous, en bleu foncé, c'est le fond. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a 40 points de différence, c'est monstrueux. Alors, je peux me mettre sur 5 ans, ça sera pareil. Je peux me mettre sur 3 ans, c'est pareil. Je peux me mettre sur 1 an, ça veut rien dire sur 1 an. Depuis la création, oui, effectivement, le fond bat son indice, mais bon, fallait se lever en 1995 pour avoir cette performance-là, donc ça va être compliqué. Attention, moi j'ai envie de dire là, arbitrage obligatoire en fait. Il faut passer à l'action, faut sortir de la mêlée, il faut passer à autre chose. Je sais pas malheureusement si ton assurance vie est compatible avec des ETF. Ça c'est sûr et certain. Tu peux pas transférer cette assurance vie vers un autre assureur. Par contre, ce que tu peux faire, tu as 2 options. Soit tu dis bon, tant pis, l'avantage fiscal, je l'oublie et je passe à autre chose. Ce qui dans ton cas, franchement, serait presque intéressant parce que évidemment là, nous ce qu'on vous met, c'est les frais des fonds qu'il y a dans l'assurance vie, mais on vous met pas les frais de l'assurance vie en elle-même. Le contrat abeille, il doit bien prendre 1% par an, donc en fait, t'es pas à 2,66%, t'es à 3,66% par an. Donc la perf que tu perds, elle est énorme. Enfin, faudra faire le calcul, mais on est entre 50 et 60% de manque à gagner sur 30 ans. C'est monstrueux. Si t'as pas d'ETF disponible, moi à ta place, je passerai à une autre assurance vie et je perdrai l'avantage fiscal, peu importe, et je relancerai le compteur parce qu'en fait là, t'as encore du temps devant toi. Donc tu relances le compteur et tu pars sur une assurance vie qui est propre, en ligne avec des ETF, pas cher. Ou alors tu transfères l'assurance vie abeille vers un autre courtier, mais tu restes en fait chez l'assureur. Ça, c'est aussi possible. Il y a des assurances vie chez abeille. Il y a notamment assurancevie.com qui propose un contrat qui est pas très cher de mémoire et qui a des ETF. Voilà, faudrait voir. Moi, dans ces cas, franchement, c'est assez pénible à faire le transfert, donc je préfère fermer et repasser à autre chose. Et donc, on ouvre une nouvelle. Mais bon, c'est difficile, ça je le sais. Bon, l'autre, c'est exactement pareil. Je sais pas pourquoi t'en as 2 d'ailleurs. Je suis pas sûr que tu nous l'aies expliqué. T'as du Yomoni. Alors, c'est pareil, Yomoni. Alors, le Yomoni, tu vois, vu de loin, si tu regardes ton scanner de frais, tu vas dire, génial, Yomoni, c'est pour le coup là, il n'y a rien à dire.
dire tout est dans le vert, on est à 0,21 de frais. Alors oui, tout est dans le vert, on est à 0,21 de frais, mais tu payes pour la gestion New Money. Et donc tu payes le package, ils te le vendent 1,60% de mémoire. Faudra que vous vérifiez. Donc est-ce que tu as besoin de payer 1,60% pour faire de la gestion indicielle? Tu pourrais avoir la même chose en fait en payant en gros 1%. Tu payes 0,6%, allez 0,7% pour le contrat, 0,3% pour les ETF. Et voilà, c'est tout. Donc si tu peux économiser 0,6%, ça, crois-moi que année après année après année, ça a un impact qui est monstrueux. Donc clairement, il y a des arbitrages à faire. Il y a la question à te poser de savoir si tu peux pas gérer l'assurance vie de ton fils toi-même. Surtout qu'en fait, tu as 18 ans devant toi. Donc moi, je mettrais MSCI World ou S&P 500 ou je mettrais peut-être du Emerging Market si tu as envie. Mais en gros, tu as tellement de temps devant toi que je suis pas sûr que la gestion apporte grand-chose dans l'absolu. Là, il y a 15 ETF. Alors, ils sont très bien. C'est très bien ce qu'ils font chez YouMoney. Mais c'est vraiment pour des gens qui veulent pas du tout s'en occuper. Là, j'ai pas l'impression qu'on soit sur ce profil-là. Tiens, d'ailleurs, j'aimerais bien voir si dans ton budget, on voit les investissements mensuels. Tiens, on va regarder. Bon, là, mars, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu brouillé parce qu'il y a des virements, il y a des... En fait, ça, je le vois souvent. Et c'est vrai que la catégorie virement, elle est énorme parce qu'on a tous plusieurs comptes. On se fait des virements de compte à compte. C'est pas des revenus. C'est pas parce que je me fais un virement de BNP à Société Générale que j'ai gagné de l'argent. Du coup, ce qui est pas mal, alors là, je vais pas pouvoir le faire ici, mais en fait, si vous êtes utilisateur Finari Plus, vous pouvez sortir, vous pouvez filtrer les catégories qui vous intéressent pas. Donc, vous avez des filtres ici. Vous pouvez filtrer des catégories. Vous pouvez filtrer des comptes. Et les filtres sont persistants entre l'appli, le web, quand vous vous déconnectez, etc. Donc, en fait, ça reste. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour cleaner un cash flow. Vous pouvez même sortir des catégories qui seraient pas les virements. Par exemple, vous voulez pas voir les investissements, vous voulez que voir les investissements, j'en sais rien. Donc ça peut être assez intéressant pour avoir une meilleure visibilité et du coup aussi pour voir combien vous gagnez, combien vous sortez et si votre cash flow est à l'équilibre. Là, a priori, il n'y a pas vraiment d'équilibre. On est plutôt sur un cash flow très négatif, donc je sais pas exactement ce qui se passe. Là, typiquement, je pense que ce qui se passe, c'est que tu as été payé en début de mois et en fin de mois pour 2 mois différents. Du coup, l'astuce, c'est que tu peux changer la date d'une transaction. Donc par exemple, si moi je suis payé le 31 février, 31 février ça va être compliqué, mais on va dire le 28 février par moi-même pour le coup, je peux changer la date de cette transaction et je veux dire non, ça c'est mon salaire pour mars, donc je le mets ou je veux l'avoir en janvier, enfin peu importe. Donc tu peux changer la date de transaction pour rééquilibrer ton cash flow et au final le but c'est pas du tout d'avoir un suivi au centimètre près, enfin ça peut l'être, mais surtout c'est t'aider à voir s'il y a des opportunités d'investir plus, tu vois. Là tu me dis que tu fais 3000 €, etc. Est-ce que tu peux faire plus? Ça tu le vois avec ton cash flow, donc c'est vraiment intéressant. On va repartir sur ton patrimoine. Le fonds euro, bon ça c'est pas hyper intéressant. Pourquoi 53 000 € de fonds euro? Alors là le fonds euro il doit être assez sympa en ce moment, il doit être à 2-3%, 4% peut-être. Je suis un peu entre deux eaux avec toi parce que tu sais que tu as une fin de carrière qui arrive, donc tu as besoin quand même de la jouer plat du pied sécurité, mais en même temps c'est peut-être maintenant qu'il faut accélérer à fond et d'ici 3-4 ans, là où vraiment quand tu vas être très proche de la retraite, là tu mets un gros coup d'arrêt et tu te sécurises. Mais là je suis pas sûr que ça soit la bonne idée d'avoir trop d'actifs sécurisants. Tu peux en avoir un petit peu et je pense que c'est important et c'est important aussi psychologiquement de l'avoir. Mais là ça me semble un peu lourd par rapport à ton profil. D'ailleurs il y a des conseillers en gestion de patrimoine qui sont spécialisés sur les sportifs parce que c'est des profils tellement particuliers. On a 10 ans de carrière, on peut passer de 0 à des millions d'euros de revenus. On a des sportifs d'ailleurs professionnels, d'autres sportifs professionnels qui utilisent Finari. Si ça vous intéresse de voir des analyses de joueurs de foot pro, dites-le moi dans les commentaires, mais en tout cas c'est possible. On échange régulièrement avec des profils incroyables qui utilisent Finari comme vous et qui regardent les analyses de patrimoine comme vous généralement. En tout cas en crypto, tu nous as dit que tu faisais BTC, ETH. Là franchement c'est nickel, rien à dire. Je vois qu'il y a du Ledger, je vois que tu as un wallet, enfin je vois que tu as tout sur des wallets, donc j'ai envie de te dire c'est top. Je sais pas si tu fais du DCA ou si tu attends simplement, mais en tout cas tu as fait des belles perfs, donc c'est plutôt bien. Ça reste un actif évidemment très risqué, donc faut pas non plus mettre la maison dessus, mais pourquoi pas l'utiliser comme un outil de diversification. D'ailleurs en parlant de diversification, on a fait tourner les petits graphiques, en l'occurrence Louis qui travaille avec nous depuis quelques semaines a fait un peu de script Python pour te dire où est-ce que t'en es. Donc on a regardé plusieurs choses, on a regardé la performance de ton assurance vie contre le MSCI World. Bon, je vais pas te faire un dessin, c'est catastrophique. En gros t'as une performance négative pendant que le MSCI World a fait plus 15% sur 2 ans, un peu plus de 2 ans, un peu plus de 2 ans. Donc ça pourquoi? En fait il y a les frais des fonds qui sont blindés de frais, ça coûte cher. Après peut-être que le profil est trop défensif aussi. En tout cas ça c'est le premier point. Donc c'est pour ça que je pense que sur 2 ans c'est pas représentatif, mais c'est plutôt pour attirer sur ton attention sur le fait que les frais plus la performance qui est très mauvaise, je pense qu'il y a vraiment un arbitrage à faire parce que c'est ta retraite littéralement qui est là et t'en as besoin d'ici très peu de temps. Du coup on a aussi regardé la corrélation. Alors là, vous avez plébiscité cette nouvelle fonctionnalité.
On va du coup réfléchir comment la mettre dans le produit. Alors ça va pas se faire en un claquement de doigts, mais on peut carrément le faire. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que la corrélation moyenne, elle est à 0,43. C'est plutôt pas mal. Donc si je devais résumer ce graphique, je dirais que c'est relativement bien équilibré, mais c'est pas les bons supports, parce que c'est que des supports qui sont blindés de frais. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Je veux dire, pour schématiser, si un gérant prend 2% de frais par an, et que ça c'est un gérant 1, le gérant 2 prend 0,20% de frais par an. Le gérant 1, quoi qu'il arrive, il va devoir faire la performance du marché plus 2% pour faire la performance du marché. Année après année après année. Si la première année, il fait non pas le marché, mais le marché moins 2%, il y a déjà 4 points de différence qu'il doit rattraper. Donc, enfin bref, il creuse sa tombe en fait à fur et à mesure que le marché évolue. Et c'est prouvé statistiquement, l'étude Spiva, etc. J'en ai parlé 1000 fois. C'est vraiment très très dur. Donc si aujourd'hui, vous avez encore des fonds actifs et que vous n'en sortez pas, mettez-le dans les commentaires et on peut réfléchir ensemble à des stratégies, mais il faut sortir de ça. Sauf si le fonds bat son marché, Moneta le fait, il y en a qui y arrivent évidemment, le fonds que j'ai montré tout à l'heure, RS le fait aussi. Dans ce cas-là, vous restez dedans, c'est super. Mais pour les autres, vous passez à autre chose. Ça, faut pas rester bloqué dans un mauvais place. Là, c'est le dernier graphique qu'on a fait qui je trouve assez sympa. En gros, qu'est-ce que ça dit? Ça montre que si vous avez une corrélation très forte de vos actifs, par exemple 60% de corrélation, en fait que vous ayez un actif ou 20, la perte potentielle, la probabilité de perte, c'est exactement la même. Vous allez perdre, vous avez une probabilité de perte de 40%. Donc que vous ayez 1 ou 20 actifs, c'est la même chose. Par contre, si vous avez une corrélation de 0%, bon, ça n'arrive jamais, mais sauf si le portefeuille a été construit pour ça spécifiquement, là on voit qu'avec 20 lignes, on a vraiment cette belle courbe qui vient baisser la probabilité de perte et donc on arrive à 10% de perte potentielle. Donc forcément, ça montre vraiment l'importance de prendre des positions qui sont décorrélées possiblement, enfin dans le meilleur des cas, et d'en prendre plusieurs pour pouvoir vraiment aller maximiser cet effet-là. Bon, les petites nouveautés, parce que là vraiment j'ai senti que je vous ai fait très plaisir. Heatmap, donc littéralement zone de chaleur. Et donc là l'idée, ce qu'on vous représente, c'est la performance du fameux, de l'épargne salariale que je vous montrais tout à l'heure avec le fonds RS S&P 500 qui bat le marché. Donc c'est un fonds, c'est un PER, maintenant on le sait. Donc c'est logique en fait, vu que c'est un PER, forcément on prend un maximum de risques, full action. En tout cas là c'est la performance du PER par mois, et donc vous voyez très vite les meilleurs mois et les pires. Donc on voit pire mois, en 2020, mars 2020, c'était terrible, mais en fait ça vous montre assez bien, je trouve, que le marché monte beaucoup plus qu'il ne baisse, puisque vous voyez qu'il y a quand même plus de vert, et surtout quand il y a du rouge, là sur l'année dernière, oui il y a du rouge, mais en fait c'est du moins 1, c'est très faible quoi, alors que les bons mois, il y a des plus 4, il y en a énormément. Donc d'ailleurs très intéressant, je dis tout le temps que c'est super dur de faire du stock picking, mais regardez là, vous avez l'exemple parfait. Si vous voulez choper le deuxième meilleur mois des 4 dernières années, il fallait investir en avril 2020, qui était le mois qui suivait le pire mois. Donc oui, sur le papier c'est facile, mais dans les faits, quand il faut appuyer sur le bouton et que tout s'effondre, c'est très très difficile. Donc fallait acheter au plus bas pour vraiment profiter de cette hausse. Et rappelez-vous, si vous ratez les 10 meilleurs jours en bourse, vous perdez 40, 50, 60% de la performance, donc ça va très très vite. Ça va vraiment très très vite. Mais en tout cas, le PER, il a une super perf, et ça aussi c'est quelque chose qu'on pourrait faire sur Finari. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez la heatmap, si on voit qu'il y a de l'intérêt, on y réfléchira, et peut-être que je dirai à l'équipe produit de se mettre dessus, parce que moi j'ai pas le temps, il faut que je fasse les analyses de patrimoine pour vous. Voilà, écoute, j'espère t'avoir donné quand même des pistes. Franchement, déjà bravo d'être professionnel de rugby. Moi j'aurais rêvé être sportif de haut niveau. J'ai fini CEO de startup, voilà. On peut pas tous réussir dans la vie. En tout cas, j'aurais rêvé être à ta place. Bravo de l'avoir fait, c'est extrêmement difficile. Bravo aussi de te poser les bonnes questions. Je pense que là, t'as des très bons réflexes, tu vois, quand je regarde ce patrimoine, je me dis pas c'est catastrophique. Au contraire, je me dis c'est très bien pensé, mais je pense qu'avec des ajustements, tu vois, faire de la nue propriété plutôt que de la prenne propriété, faire des fonds passifs, des ETF plutôt que des fonds actifs avec des frais très chargés, faire de la gestion libre plutôt que de la gestion pilotée, tu vas pouvoir assez rapidement pumper ta performance et vraiment passer un cap, et du coup préparer l'après. Et pour moi, ça c'est vraiment le message que je voulais te faire passer. Je pense que le plus important dans ton cas, c'est vraiment de planifier l'après. Tes placements, oui c'est important, mais ce qui va être encore plus important, c'est d'avoir un plan de carrière derrière. Et écoute, si tu veux postuler chez Finari, si tu veux qu'on travaille ensemble, pourquoi pas. On a toujours besoin de gens qui sont hyper motivés, hyper talentueux. D'ailleurs, si vous cherchez un job, on va vous mettre le lien, on a plein d'offres en ce moment, donc pourquoi pas vous. J'espère que ça vous a inspiré de voir un patrimoine de quelqu'un d'aussi performant. J'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, le lien est dans la description. Je fais une analyse comme celle-ci tous les dimanches. Je vous souhaite des bons investissements, je vous dis à très vite. Salut.